Sarano, on sera sur les grosses bestioles qui sont dans la mer, les cachalots, etc. On va voir tout ça. Mais c'est une autre forme de biodiversité, évidemment, qui, elle, comprend, comme nous-mêmes, humains, des millions, de milliards de bactéries, mais qu'il faut aussi, quelque part, protéger, sauvegarder, et en même temps, François Sarano nous en parlera, puisqu'il mène aussi toute une série d'actions autour d'une association qui s'appelle Longitude 181, qui a pour but de préserver au mieux la faune sauvage. Alors merci François Sarano. En même temps, vous êtes aussi, je crois, docteur en océanographie, hein, donc un vrai scientifique aussi, mais aussi vous avez accompagné, et on va commencer par là, le commandant Cousteau dans ses premières expéditions. Dans un premier temps, un petit retour peut-être sur l'histoire de ces premières expéditions, et vous-même, en quelque sorte, avant d'aborder après les problématiques de la mer. Merci, bonjour Thierry. Bonjour à chacun. C'est quand même super d'être ici, au bord de la mer. Et je voudrais tout de suite réagir. Ce qui est important, c'est quand même la diversité du vivant et de bien comprendre que nous sommes la diversité du vivant. Il n'y a pas nous et la nature, nous sommes de la nature. Et qu'il ne s'agit pas de préserver quelque chose qui est extérieur à nous, mais bien de comprendre que nous sommes... C'est nous que nous protégeons quand on protège les autres, tous les autres. Alors, ensuite, démarrer un parcours ne va pas être chronologique, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. En 2 mots, lorsque nous avons rencontré Cousteau, Véronique, mon épouse, et moi, il m'a proposé d'aller à bord de la Calypso, un moment exceptionnel vécu en équipe. La Calypso, je rappelle, la Calypso, c'était un sacré bateau d'exploration. Ici, c'est la Nouvelle-Zélande, le volcan White, qui avait été inconnu à l'époque, et on a même découvert une source hydrothermale en soucoupe juste à côté de cette île-là. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'avec Cousteau, tout était possible. Qu'est-ce que ça veut dire, tout était possible? C'est pas qu'on avait des moyens extraordinaires, on avait les moyens de l'époque. Mais il n'y avait pas de retenue à l'exploration parce que nous allions dans l'eau, l'esprit vide. Oui, ouvert complètement, sans aucun a priori. Sans aucun a priori. Cousteau disait, quand on lui posait la question « Qu'est-ce que vous allez chercher en Nouvelle-Zélande, en Australie ?» Mais je ne sais pas. Parce que si je savais, je n'irais pas. Et si j'utilisais mon savoir, lorsque je m'immergerai, je ne verrai que ce que je suis venu chercher et que je sais. Donc, le possible que nous a offert Cousteau, c'est de plonger sous l'eau en regardant l'esprit vide, le cœur et les oreilles ouverts, pour saisir tout ce que l'océan, notre dernier territoire sauvage, peut nous offrir. Ça, c'était Cousteau et l'équipe, ce grand possible, dans un monde, encore une fois, qui est notre dernier grand territoire sauvage. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire sauvage? Vous allez le voir avec quelques images. C'est un endroit où on peut approcher les animaux sans qu'ils vous fuient. À terre, quand vous essayez d'approcher un oiseau, ou un écureuil, ou un blaireau, ou ce que vous voulez, il va partir. Dans l'océan, et s'il y a parmi vous des plongeurs, il y a des plongeurs, vous savez qu'on peut, si on est patient, respectueux, bienveillant, et puis encore patient, approcher les poissons sans qu'ils fuient. Et si on est encore respectueux, se mêler à eux, être poisson parmi les poissons. Et ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que tout d'un coup, on peut les connaître, on peut vivre avec eux et on peut les comprendre au lieu de les regarder de l'extérieur. Non seulement on peut comprendre les poissons, non seulement on peut approcher les géants des mers, mais aussi on peut approcher les grands prédateurs, les requins par exemple.
À terre, impossible, je vous rends la main, mais je vais jusqu'au bout de cette histoire d'océan sauvage. À terre, c'est impossible d'aller approcher un lion, un tigre, un ours, parce qu'il n'y en a plus. Ils les ont tous détruits. Et parce que les rares fuient l'homme et ses fusils. Tandis qu'en mer, on peut nager avec des grands prédateurs comme celui-là. On peut les approcher au plus près. C'est ça la richesse de notre océan sauvage. Et on peut même nager avec lui, le grand requin blanc, et profiter de tout ce qu'il nous dit et de tout ce qu'il nous offre. Donc ce que j'imagine, c'est que le petit bonhomme qui est en haut, juste à côté de cet énorme requin, c'est vous? C'est moi, ça aurait pu être David, ça aurait pu être plein de copains. Il se trouve que c'est une photo de mon ami Pascal Cobet, parce que pour une photo, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté. Sûr, il y a le requin. Et c'est ça. Et c'est au cours du film Océan, de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, une autre grande aventure, aussi grande que celle de Cousteau. Et je voudrais juste vous montrer la petite séquence qui a été tournée par les caméramans David Reichert et Didier Noireau au cours de cette rencontre avec les Grands Blancs, pour dire toute la richesse de ce territoire sauvage qu'est l'océan. Allez-y. Voilà. On est dans le Pacifique Sud, dans le Pacifique Nord, au large de la péninsule de Basse-Californie. Il y a des grands requins blancs énormes, les dents de la mer. C'est vraiment ça. Vous allez voir les vraies dents de la mer. Des requins blancs qui font 5 mètres, 5 mètres 50, 1 tonne et demie. Monstrueux. Si difficiles à approcher, tellement ils sont timides et méfiants, que nous avons mis plusieurs jours à comprendre comment être suffisamment humble, suffisamment discret pour enfin pouvoir les rencontrer. Ce sont des animaux sauvages, ce sont des animaux libres qui ne sont pas là pour satisfaire nos caprices ni la caméra. Par conséquent, pour les approcher, il faut déployer des trésors de délicatesse. Sinon, ils fuient. Et là donc, sur ces images qui ont dû être tournées par Didier Noireau, j'ai toutes les peines du monde à approcher ces grands requins blancs. Pour cette petite séquence que vous voyez là, il y a des dizaines, j'insiste, des dizaines d'heures avec des grands blancs différents. Et la grande leçon, c'est qu'il faut être incroyablement humble pour pouvoir nager à leur côté. Et discret. Là, je suis maladroit, je lâche mes bulles, je viens de lui faire peur. C'est fini, il va partir. Et un jour, avec David, l'avant-dernier jour du voyage, on a été entraîné très très loin du bateau, dans le bleu complet, et est arrivée cette femelle gigantesque. Cette femelle, c'est la plus grosse que nous ayons vue. Encore une fois, elle fait plus d'1 tonne et demie. Je pourrais rentrer 2 fois dans cette géante. Et je vais nager, elle m'accueille, elle m'accepte, et je nage à côté d'elle en paix. Sérénité, calme, un bonheur total. Grâce aux dents de la mer et à l'absence d'a priori. C'est ça l'océan. Ce n'est pas simplement la diversité en nombre qui est importante, qu'il faut préserver. C'est cet esprit sauvage et libre que l'on respecte et qui fait la richesse de ce monde. C'est parce que le requin blanc nous échappe qu'il est important de le préserver. C'est parce qu'il est différent de nous qu'il est important d'aller à sa rencontre. C'est ça ce que nous dit le grand requin blanc et le monde sauvage en général. Et l'océan en particulier, parce qu'il est plein de ces animaux sauvages qui, là, parce qu'ils ne se sentent pas agressés, nous offrent la possibilité
d'une rencontre. Ça, c'est une autre plongée avec une même photo, et on est à quelques centimètres, les dents de la mer et moi-même. Et ça nous dit, allez à la rencontre des autres qui sont différents pour pouvoir les comprendre, les connaître. C'est valable pour le requin blanc, c'est valable pour tous ceux qui ont des religions, des traditions, des cultures différentes sur lesquelles on raconte n'importe quoi sans jamais aller les rencontrer. Et où le jour où on leur tend la main et on les écoute, on découvre la richesse de leur culture et tout ce que le dialogue peut apporter. Alors, on va donc à la rencontre de l'autre. Là, l'autre, il fait quand même 5,50 m, 1 tonne, etc. Comment vous n'êtes pas submergé un peu par l'émotion ou une sorte de peur, et donc à ce moment-là, inconsciemment, le geste qu'il ne faut pas faire, et avec un animal dont... Est-ce que vous savez aussi qu'il n'a pas très faim, l'animal? Alors, 3 choses. Il a très faim. Un requin, même les requins les moins timides, s'ils n'ont pas faim, ils ne viennent pas. Là, c'est sûr d'une chose. On verra après avec les cachalots, qui sont plus curieux, qui sont des animaux sociaux, qui aiment explorer. Lui, le requin, quand il explore et quand il vient, c'est qu'il a faim. Alors là, il ne faut pas chercher midi à 14h, il a faim. Après ça, le geste maladroit, c'est de lui faire peur. La crainte pour nous, c'est justement ce geste trop pressant. Dieu sait si au début, je suis un grand maladroit, les autres plongeurs sont bien plus attentifs et bien meilleurs, mais moi je suis toujours empressé, j'ai toujours envie d'eux. Donc ma maladresse a fait gâcher des tas de rencontres, parce que j'étais souvent trop expressif. Il faut être vraiment petit, discret, pour pouvoir les approcher. Et l'émotion, elle est immense. La peur, il n'y a pas. Pourquoi avoir peur? Attendez, stop. La peur est déconnectée du danger. Moi, je fais une grande distinction. On prend la voiture le samedi soir, on a un petit coup dans l'aile, personne n'a peur, c'est très dangereux. Il y a vraiment beaucoup d'accidents à cause de ça. Mais là, il n'y a pas d'accident. Attendez, stop. Revenons sur les choses réelles. Les faits. Rien que les faits. Les faits, c'est quoi? Il n'y a pas d'accident de requin sur plongeur. Ah si, monsieur, il y en a 2. Bah oui, il y en a 2. Il y a effectivement celui de Céline en Nouvelle-Calédonie, qui s'est morte par un requin-tigre. Bon, bref, ça se compte à ce point sur les doigts d'une main qu'on peut les citer, qu'on peut les décrire. Il y a moins d'accidents, je dis bien d'accidents, entre humains et requins que de personnes foudroyées chaque année dans le monde. Non, pas d'accidents. Mais ici, il s'agit même des accidents. La plupart tournent pas trop mal, puisqu'ils n'aboutissent en général qu'à une dizaine dramatique d'essais. 10 décès par an. Quelle est l'activité de nature? Quelle est l'activité de nature qui est moins dangereuse que celle d'aller nager avec un requin? Le ski? Non, le ski, c'est des centaines de morts et de blessés, n'en parlons pas. Il n'y a pas d'activité de nature moins dangereuse. Il faut donc arrêter d'avoir peur d'aller nager avec les requins, puisqu'il n'y a pas d'accident. Enfin, je veux dire, pourquoi inventer une histoire? Nous discutions tout à l'heure, quand on parle requin, immédiatement on parle attaque, accident et tout comme ça. C'est un petit peu comme si, quand on parlait d'aviation, au lieu de parler de Guillaumet, de Mermoz, de Saint-Exupéry, on parle des accidents d'avion. On ne parle pas des accidents d'avion quand on parle d'aviation. On parle de l'histoire, du merveilleux, des grands aviateurs. Bon, bref. Alors, quand on parle des requins, parlons du merveilleux qui nous amène. Alors, ce merveilleux, vous l'avez aussi rencontré sur d'autres grandes espèces et d'autres grandes bestioles, notamment, par exemple, les cachalots ou d'autres. Alors, oui, évidemment, on ne limitera pas la diversité marine aux requins et aux cachalots, bien que ce soit déjà beaucoup d'espèces pour les requins. Il y a 450 espèces de requins, et les requins et les chimères, c'est plus de 1100 espèces différentes. Donc le requin blanc ne représente pas les autres requins. Il y a un tas d'histoires. Mais pourquoi requins et cachalots? Parce que ce sont d'abord des géants des mers et des géants qui ont une histoire avec nous. Le requin, c'est les dents de la mer, ça nous a tellement marqué que dès qu'on parle requin, ça nous frappe et ça nous intéresse. Et le cachalot, c'est Moby Dick.
c'est Melville, c'est le cachalot géant. Bon, donc, il y a quelque chose qui nous relie un petit peu plus qu'à une carangue ou à un mérou. J'aime beaucoup les carangues et les mérous, mais là, il y a quelque chose. Et puis les cachalots, c'est quand même des géants. Les grands mâles, comme celui-ci, 20 mètres, 50 tonnes. 20 mètres 50, il rentre dans il rentre dans le cinéma. Peut-être c'est pas loin. Hein, oui, à peine. À peine. Oh, mais, alors, baleine bleue, 30 mètres, Ah oui, la 120 tonnes. Il faut la plier en deux pour pouvoir la faire rentrer ici. Et sans blague, on est à San Diego, toujours pour le film Océan, avec David Reichert, le même caméraman que celui avec lequel on a tourné la petite séquence requin, là. Et on cherche les baleines bleues pour les filmer pour le film. Et pour chercher les baleines bleues, le meilleur moyen, c'est de repérer les bancs de krill. Les krills, c'est des petites crevettes, toutes petites crevettes qui sont comme ça, qui sont roses. Et au loin, on repère un banc de krill qui est en surface. Normalement, à l'aube, ils descendent dans les profondeurs, ces bancs, mais de temps en temps, ils restent coincés à la surface. Et le banc était gigantesque. Il était plus grand que cette salle. On s'immerge dans le banc. Et quand on rentre dans un banc de krill comme ça, dans un nuage de krill, on est dans une tempête de grêle dans la nuit. C'est-à-dire que les petites crevettes, tac, 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 vous piquent partout, ça rentre dans le mât, ça rentre dans le détendeur, ça rentre dans la combinaison, il y en a partout, ça vous frappe comme ça, et c'est nuit noire, tellement le nuage est dense. Donc, on rentre là-dedans, on était complètement paumés, on ne savait pas où on était, c'est vraiment gigantesque. Et puis tout d'un coup, ça s'éclaire un petit peu, on sent la lumière, on sort du nuage, et puis c'était gris-bleu devant nous, et puis tout d'un coup, on découvre que ce gris-bleu devant nous, c'était des muscles, c'était gros, ça défilait, c'était la baleine bleue. On avait le nez collé à la baleine bleue, et tout d'un coup, je me suis retrouvé sur la nageoire caudale. La nageoire caudale de la baleine bleue, c'est une aile d'avion, hein. C'est presque 7 mètres. Et vous êtes comme dans le film, là, vous êtes le roi du monde, c'est Titanic, c'est fabuleux. Et vous êtes porté par la nageoire et elle vous emmène. Mais la baleine est si grosse, si grande, si haute, que comme vous avez le nez dessus, vous ne la voyez pas. C'était la première rencontre avec la baleine bleue. D'ailleurs, il y avait David qui est à côté, et puis il avait caméra éteinte, et puis tout d'un coup, on voit la caméra qui fait comme ça, il réalise que c'est la baleine, et ça part de tous les côtés. Donc baleine bleue, encore plus grand que ces cachalots géants, qui sont des grands mâles formidables quand même, 20 mètres et 50 tonnes de délicatesse. Quand on est à côté d'eux, tout est délicat. Tout est caresse. Les cachalots, les cachalots, vous allez voir, c'est les rois de la caresse. Voilà, regardez les cachalots. Ils passent des heures et des heures à se caresser, les uns à côté des autres, à se rouler les uns contre les autres. Ici, c'est des jeunes, mais beaucoup de temps. Je ne sais pas ce qui se raconte avec des caresses, on ne saura peut-être jamais, mais ça doit être rudement important, parce qu'ils passent beaucoup de temps à ça. Et au début, quand on me demandait comment est-ce que les cachalots s'expriment, depuis le temps qu'avec Véronique et avec toute l'équipe de scientifiques d'Hervé Glotin, parce qu'on travaille avec des scientifiques sur ces questions de son, comment est-ce qu'ils communiquent? J'avais toujours tendance à dire, c'est des clics, des sons, des trucs comme ça. Non. La première façon importante de communication, c'est la caresse. Alors vous allez me dire, bon, pas terrible la caresse, c'est un peu frustre quand même. Mais non, aucun mot, aucun chiffre, aucun poème, rien ne peut dire ce que dit une caresse. Une caresse qui est reçue ou une caresse qui est offerte. C'est des choses qu'on ne peut pas dire autrement. Et si la vie c'était d'être bien,
et d'être bien dans l'instant, et c'est tout. À ce moment-là, on s'apercevrait que la caresse, c'est sûrement le moyen de communication le plus sophistiqué, parce qu'on fait passer des choses qu'on ne peut pas dire autrement. Eh bien, les cachalots sont les rois de la caresse. Et ça fait beaucoup réfléchir. Ils passent beaucoup de temps à offrir aux autres et à s'offrir aussi ces moments de bien-être, au lieu de passer son temps à capitaliser et à compter avec des mots très compliqués et des actes notariés très très complexes et tout ce qu'il est possible d'accumuler. Je crois que vous plongez très régulièrement au milieu des cachalots vers l'île Maurice, je crois, et que vous les connaissez bien par leurs petits prénoms pour certains d'entre eux. Alors, d'abord, j'insiste sur le fait que c'est pas je, c'est nous. Véronique est ici et donc c'est elle qui... nous travaillons ensemble. Il y a René Euzet qui fait les images, il y a Hugues Vitry, Axel Prudhomme, donc équipe sur place pour recueillir les informations. Et puis équipe ici, parce qu'après, quand on ramène beaucoup d'informations, il faut des outils très complexes et il faut beaucoup de gens pour traiter ces informations. Mais les choses élémentaires que nous avons fait, je dis bien élémentaires, mais essentielles, ça a été justement de reconnaître ces cachalots, de les identifier, pour pouvoir après raconter leur histoire singulière, leur histoire propre. Et là, sur cette photo de mon ami Fabrice, je vais vous dire qui il y a. Ici, il y a un humain, c'est René Euzet, le caméraman. Ici, il y a une jeune femelle qui doit avoir 15-16 ans aujourd'hui et qui s'appelle Germine. Là, c'est Arthur. Arthur, il est né le 13 avril 2013. Ici, il y a sa mère, Irène Gueule-Tordue, qui est la matriarche du groupe. Et là, à côté de moi, je suis juste là, et puis il y a Claire. Claire, elle a une histoire incroyable. Elle ne fait pas partie de la famille, elle a été adoptée. Comment on sait tout ça ? Eh bien, on sait tout ça parce que donc, nous regardons les signes particuliers de chacun d'eux. C'est la première chose élémentaire. Si on veut pouvoir raconter l'histoire de l'autre, il faut d'abord dire « Bonjour, je te reconnais ». Et on va faire un bout de chemin ensemble. Et donc, pour les reconnaître, on regarde ces signes. Voilà, ici, les encoches et surtout cette caudale amputée, c'est celle d'Arthur. Juste à côté, c'est celle de Germine, qui joue un rôle capital dans la famille, c'est la nounou. Vous allez voir. Et donc après ça, avec Véro et avec Marion, notre fille, on fait ces cartes d'identité. Pourquoi ? Nous, on n'en a pas beaucoup besoin, on les reconnaît vite et bien. Mais il faut que ce travail, ce soit possible. On doit le transmettre à tout le monde. Donc il faut que quelqu'un qui n'ait jamais vu ces cachalots, dans 20 ans, dans 30 ans, puisse reconnaître à ses caractéristiques ce cachalot et dire ce cachalot a ses caractéristiques, qui est-il ? Et il saura qu'il est né à telle date et qu'il a cette histoire-là. Donc ces fiches d'identité, ça permet de donner depuis la naissance, comme pour nous, une histoire. Ici, vous voyez, on les voit très très jeunes, les cachalots. On suit depuis quasiment leur naissance 11 jeunes dans ce clan qui compte 17 femelles adultes et 11 jeunes, dont la plus jeune c'est Lana, qui est née dans la nuit du 20 au 21 février 2019. Elle a encore son cordon ombilical et elle est entre son frère, Arthur, et sa mère, Irène Gueule-Tordue. Et grâce à ça, on peut aujourd'hui faire tout un arbre généalogique. Parce que on suit ces cachalots, on les... c'est pas ici. Si. On va rester avec eux et voilà. Et on va être calme et discret et attendre
qu'ils perdent des petits bouts de peau. Ces petits bouts de peau, on voit ici la tête géante, elle est même beaucoup plus grosse que ça, hein, je ne suis pas à l'échelle, là, je dois être tout petit. C'est la tête de la matriarche, Irène Gueule-Tordu, qui est en train de perdre un petit bout de peau. Elle perd son bout de peau. Véronique plonge à l'eau, ramasse le petit bout de peau, l'envoie au laboratoire de Brest. Et grâce à ça, nous avons l'arbre généalogique complet de tout notre clan. Et nous savons non seulement qui est la grand-mère, de qui l'arrière-grand-mère, mais qui est le père, etc. Et la petite Lana que vous avez vue tout à l'heure, on sait, elle est ici, la petite Lana, hop, on sait qu'elle est la fille de la matriarche Irène Gueule-Tordu, oui, et de son père qui s'appelle Noé, et qu'elle est la demi-sœur de Arthur, qu'elle est la nièce de Mystère, etc., etc. Et donc, quand on sait ça, on peut comprendre comment est structuré le clan, comment les liens de parenté structurent la société, et comment les affinités personnelles, sociales, transgressent cette histoire de liens de parenté. Parce que dans beaucoup de sociétés animales, les liens de parenté structurent définitivement la société. Je reste avec ma famille, je suis dans ma famille, je suis tout le temps comme ça. Chez les cachalots, à la fois, il y a ça. C'est matrilinéaire, les filles restent dans le clan des mères qui sont dans le clan des grands-mères. Mais il y a des transgressions sociales, une histoire magnifique, celle des nounous. Les nounous s'occupent des petits avec qui elles n'ont aucun lien de parenté. Non seulement elles s'occupent de ces petits, elles vont les protéger, elles vont garder la crèche, mais elles les allaitent. On a découvert ça, et il fallait bien connaître les relations de parenté pour ça. Je vais vous montrer comment les mères... Ah, décidément. Voilà. Ici, on voit un petit qui s'appelle Baptiste, avec sa mère, dos calleux, parce qu'elle a des grosses callosités sur le dos, qui est en train de téter. Les cachalots n'ont pas de tétons apparents, ils sont juste sur... Il y a deux fentes mammaires, de part et d'autre, la fente génitale, et il rentre sa bouche pour faire sortir le téton. Et il est en train de téter. Ça, c'était déjà une chose extraordinaire. Jamais personne n'avait vu téter un bébé cachalot. Mais comme nous sommes familiers, et qu'ils nous accueillent, on fait presque partie de la famille, alors on peut approcher encore plus près. Et vous voyez ici le petit Darren qui est en train de téter. On voit sa langue ici, là, qui enveloppe le téton. Sa mère, Lucie. Voilà ce que ça donne. Chut. C'est sérieux, chut. Il ne faut pas les déranger. C'est parce que nous sommes bienveillants, discrets, que nous sommes acceptés et que nous pouvons vous montrer ces images. Imaginez-vous, ce sont des animaux sauvages. Imaginez-vous être au milieu d'un troupeau d'éléphants, de vous approcher si près que vous allez pouvoir voir un petit éléphanteau qui tète sa maman sans que personne ne bouge. Au contraire, on le voit ici, qui tète. Voilà, il va attraper le téton et vous voyez sa langue blanche, là, juste là. Il tète. Sur ces images extraordinaires de René Euzet. C'est formidable d'être accueilli comme ça. Voilà ce que nous offre notre dernier territoire sauvage. Encore une fois, ce n'est pas simplement du nombre d'espèces. C'est de la relation. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, comme on suit ces petits comme ça, et qu'on les voit de temps en temps quand ils ont trop mangé, ils émettent du lait de partout, ils lâchent leur lait extraordinaire, qu'on a pu comprendre qu'il y avait les mères et les nounous. Parce que de temps en temps,
on voyait un petit qui allait téter une autre femelle et qui laissait échapper du lait comme ça. Et on disait, ça c'est pas possible, il ne peut pas avoir deux mamans. Eh bien si, certains ont 2 mamans. Tous même, ils ont 2 mamans. Lorsque la mère est absente, souvent elle va chasser dans les profondeurs, on va aller voir ça dans 2 minutes, elle laisse son petit au milieu de l'océan. Et au milieu de l'océan, il n'y a rien où se cacher. Ils ne peuvent pas fuir les prédateurs. Donc, il faut quelqu'un qui les protège. Et en général, c'est la nounou. La nounou qui les protège et qui va leur donner du lait. Et puis, il y a une autre nounou, celle du genre que je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Germine, qui, elle, est une nounou un peu particulière parce qu'elle s'occupe de la crèche. Germine, c'est elle qui s'occupe de la crèche. Elle est... Hop. Non, c'est pas elle. Bon. Pardon, il y a des soucis. Bon. Et Germine est une jeune femelle qui s'occupe de tous les petits, alors que les nounous ne s'occupent que d'un seul petit et pas d'un autre. Si un autre a faim, elle s'en occupera pas. Elle a choisi un petit. Alors que Germine, elle accueille dans sa crèche tous les petits. Et elle ne fait en gros que les protéger lorsque les mères ne sont pas là. Et ça, on le voit depuis maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans. Elle a accueilli chacun d'entre eux et elle les protège. Et puis de temps en temps, quand ils se disputent, elle les remet un petit peu en place. D'accord. Assistante maternelle, quoi, en quelque sorte. Un peu plus. Elle est diplômée. Elle est diplômée en CDI. D'accord. Comment ça veut dire comment vous les repérez à chaque fois? Ils sont assez sédentaires finalement dans une zone, mais qui doit être quand même absolument immense. Donc quand vous y retournez, comment vous les repérez? Ils se sont passés le mot? Ils ont un compte Facebook et ils savent que vous allez revenir? Attendez. Comment on les repère? D'abord, effectivement, ils vivent à l'ouest de l'île Maurice. Là, effectivement, la zone est grande. On a un bateau qui nous permet de faire à peine dans la journée le long de la côte ouest, mais ils restent par là et on les cherche avec des jumelles et surtout grâce à un hydrophone qu'on va immerger et qui va nous permettre d'entendre les sons qu'ils émettent dans l'eau, et en particulier les sons des cachalots qui chassent dans les profondeurs. Ça, c'est plusieurs cachalots qui sont en train de chasser dans les profondeurs parce qu'ils essayent de repérer leur proie grâce à l'écho de ces clics. On le voit dans 2 minutes. Et puis lorsqu'on a entendu ces clics, c'est en particulier le capitaine du bateau qui s'appelle Navin Bodoni, qui est formidable, il a une oreille formidable, on repère à peu près l'endroit où il se trouve, et après, avec les jumelles, on cherche, et parfois on voit soit cette caudale formidable, et on sait que c'est eux, soit leur souffle. Un souffle très particulier qui s'ouvre sur le côté gauche. Un souffle à l'avant-gauche, il n'y a que les cachalots. Parce que le cachalot n'a qu'une narine fonctionnelle, et elle est sur l'avant-gauche. Donc quand on a repéré ce souffle, nous allons avec le bateau jusqu'à eux et nous nous immergeons. Ici, donc, on voit ces cachalots qui sont en train de souffler. Mais quand on voit la caudale qui sort comme ça, c'est juste pas la peine de se mettre à l'eau avec eux. Parce qu'à ce moment-là, c'est terminé. Ils descendent à 1000 mètres de profondeur pour aller chasser. Voilà, quand on voit ça. Et qu'est-ce qu'ils vont chasser dans les profondeurs? Des calmars. Parce que chaque cachalot a besoin de 450 kilos de calmars par jour pour être satisfait. Alors il y a des petits, des gros calmars. Parfois ils trouvent des très gros calmars qui peuvent faire 400 kilos. Parfois ils trouvent des calmars qui font 1 kilo. Et 500 grammes. Et il faut en manger beaucoup plus. Dans la région de l'île Maurice, c'est plutôt 500 grammes, 1 kilo.
Donc ils plongent beaucoup pour aller manger ces calmars. Et ils vont les chercher à 1000 mètres de profondeur. 1000 mètres de profondeur, c'est la nuit absolue, pire que dans ce cinéma si on avait tout éteint. Comment voir des calmars à 1000 mètres de profondeur dans la nuit absolue? Les yeux, ça ne sert à rien. L'odeur, ils ne sentent pas. Ils vont émettre des clics, des petits claquements. Et ce petit claquement va partir et tout d'un coup, hop, s'il y a un obstacle, rebondir sur l'obstacle et revenir vers eux. C'est l'écho-localisation. Je localise l'obstacle grâce à un écho. Et grâce à ça, ils arrivent à trouver leur proie. Et comme ils sont très fins, encore plus que les chauves-souris, ils arrivent à tout savoir à distance. En 2 mots, un peu compliqué, mais ça va vite. Ici, en bleu, c'est la narine. Il y a la narine qui va s'ouvrir par le canal qui va jusqu'au poumon pour respirer, et l'autre qui fait une sorte de poche d'air ici. Et c'est à ce niveau-là qu'est émis le clic. Et le clic dans l'eau, c'est rien du tout. Donc il part, c'est que dalle. Mais la tête du cachalot, vous avez vu, est monstrueuse, énorme. Et c'est là l'outil formidable. Le clic qui est émis à l'avant et qui est un tout petit. Il va traverser la tête, arriver jusqu'au front, rebondir sur le front à travers une masse graisseuse et ressortir ici. C'est le son le plus puissant du règne animal. C'est-à-dire que le voyage de ce petit dans la tête permet au cachalot d'envoyer très loin ce clic qui lui permet de voir. Et non seulement il voit grâce à cette écolocalisation, mais comme les cachalots sont des êtres sociaux formidables, ils chassent en groupe. C'est ce que vient de montrer notre ami le professeur Glotin. Ils chassent en groupe. Et à quoi ça sert de chasser en groupe? Eh bien, c'est que chacun bénéficie de l'écho de l'autre. En 2 mots, il y a 5 cachalots qui se mettent comme ça, assez loin, 500 mètres de distance, et chacun à son tour émet un clic. Mais tout le monde reçoit l'écho. Ce qui veut dire qu'ils ont une vision stéréoscopique de l'ensemble de ce qu'il y a dans l'eau. C'est-à-dire que dans la nuit absolue, pour eux, pas de problème, on voit tous les calmars, on voit le mont sous-marin, on voit ici le requin, et c'est comme ça qu'ils chassent. Et ils restent pendant des heures donc dans l'eau pour attraper ces calmars. Voilà, et je vous fais juste écouter un petit peu ce que ça peut donner lorsque... Eh ben non, c'est pas relié au son alors. Bon, alors c'est pas grave, ça fait... Voilà, c'est les sons que ça fait. Et lorsqu'ils viennent vers vous, comme on le voit ici, vous recevez ça en pleine poitrine. Et je vous garantis que vous le ressentez physiquement. Même, parfois, comme une caresse. Et je pense que les cachalots entre eux utilisent aussi ça pour se caresser. D'accord. Et vous les imitez formidablement bien. Moi, j'espère que moi, j'ai un peu peur qu'en sortant, on ait un cachalot sur les tantôt qui nous arrive. Là, pour en terminer avec les cachalots, Irène, tête... gueule tordue. Pourquoi gueule tordue? Moi, je suis vraiment curieux d'Irène gueule tordue. Vous l'avez? Here it is. Here. Voilà, gueule tordue. Et pourquoi? Eh ben parce que sa gueule est tordue. Vous voyez, elle est tordue comme ça, sur le côté droit. Ici, c'est sombre. La gueule, c'est juste ce qui est entouré de blanc, là. D'accord. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre? On ne sait pas. Ça se bagarre? Souvent, les cachalots mangent en pleine eau, mais ils mangent aussi sur le fond, en raclant le fond, et il est possible qu'elle se soit cassée à un moment donné la mandibule, ou que ce soit une malformation de naissance. Mais ce qu'on voit assez régulièrement, ce sont des cachalots à qui il manque
une demi-mandibule, ou pas du tout, qui sont en crochet. Il y en a un qu'on appelle crochet, la mandibule est toute tordue. Donc, voilà. Mais cette mandibule ne sert pas à grand-chose. Les dents du cachalot, ça ne sert à que dalle. Et la mandibule non plus, parce que les cachalots, c'est... Ils ne mâchent pas. Ils aspirent tout rond. Voilà. Et donc, Irène gueule tordue ici, et devant le clan qui dort, et vous allez voir ici, la voilà, elle va se retourner, vous allez voir sa gueule tordue, et vous êtes ici dans le dortoir des cachalots. Elle dort debout comme ça, comme un menhir. Mais quand il y en a 15, ça fait Carnac. Oui. Et attendez, mieux que ça, je répète, animal sauvage. Sauvage, qui a l'océan pour lui, qui a d'une puissance phénoménale. Eh bien, ici, il y a René, et Irène le sait bien. Et René filme de très près. Parce que sous l'eau, on peut filmer qu'avec des objectifs grand angulaires, il n'y a pas de téléobjectif. On est à côté. Donc pour avoir juste la gueule tordue de Irène, René, il est juste là. Elle sait qu'il est là, mais comme il est bienveillant, ça va. De temps en temps, elle cligne de l'œil. Mieux, je descends derrière. J'ai l'air d'être tout petit et loin, mais je ne suis pas petit et pas loin. Seulement, l'objectif grand angulaire donne cette impression-là. C'est un animal sauvage qui est cerné par 2 animaux d'une autre espèce. Elle devrait fuir. Pas du tout. Elle nous tolère. Elle nous tolère et tout le clan. Voilà pourquoi on est arrivé à partager avec eux des moments qui nous ont permis de connaître. On ne sait pas tout, mais on a créé des liens qui nous permettent, encore une fois, de décoder leur monde. Voilà. Irène est là, vous voyez, elle a l'œil ici fermé, elle cligne un peu de l'œil, elle va se réveiller, parce qu'elle va respirer. Voilà, elle a son petit œil, elle regarde un petit peu René, donne l'air de lui dire « T'inquiète, je ne suis pas dupe ». Et hop, elle va respirer. Vous les décodez. Est-ce que vous avez le sentiment que par curiosité, ils essayent aussi de vous décoder? Je n'ai pas le sentiment. C'est sûr. Je suis sûr. Regardez, je vous montre l'histoire de Elliot. Alors, là, Elliot, c'est un jeune cachalot qui est le Vasco de Gama, le Marco Polo des cachalots, un explorateur incroyable. Il est exubérant, il a envie de tout connaître. Et un jour, nous étions avec René, tous les deux, on s'était mis à l'eau, et comme vous l'avez vu au début, là, tous les cachalots s'étaient enfoncés, et on s'était retrouvés tous les deux dans le bleu, il y a 2000 mètres sous les palmes, assez loin de la côte. On s'est dit, bon, il faut remonter sur le bateau, il n'y a rien à faire. Il y avait juste des... Et tout d'un coup, derrière nous, on entend... Nous, on ne voyait rien du tout, il n'y avait personne. Et tout d'un coup, on a vu arriver Elliot. Elliot, je rappelle, ici c'est in extenso, animal sauvage, libre, qui a l'océan pour lui, et qui va rester avec nous pendant 10 minutes. Alors, comme il n'y a pas de son, les barres blanches que vous allez voir sur le côté, c'est... Vous allez voir, ça va clignoter comme ça, c'est ce son-là. Elliot vient donc du fond de l'océan, il vient danser pour nous pendant 10 minutes. C'est très très long pour un animal sauvage, sauf s'il est bien. Cela veut dire que Elliot, qui danse comme ça, et qui, vous allez le voir, va répondre à mes propres cabrioles, montre qu'il est bien, qu'il est venu nous chercher, nous inviter, nous étudier et m'apprivoiser. Parce que les sons qu'il émet, et qu'on n'entend malheureusement pas, chez ce groupe de cachalots, cela veut dire « je veux un câlin ». Chaque fois qu'on entend ça,
Si l'autre cachalot répond, les cachalots se rapprochent et se font des caresses ou des très très gros câlins. Donc Elliot le cachalot, sauvage et libre, vient me proposer ça. Non seulement avec toutes les attitudes qu'il déploie avec ses congénères, c'est-à-dire sur le dos, ventre en l'air, cabriole, pour les inviter à la caresse, mais encore, et c'est exceptionnel, avec ses sons, avec ses expressions sonores. Regardez, je vais tourner, vous allez voir. Il part dans un mouvement comme ça, je tourne dans l'autre sens, hop, et il tourne dans le même sens. C'est un jeu à sa demande. C'est lui le maître du jeu. Et encore une fois, j'insiste, un animal sauvage ne reste pas s'il n'est pas bien. Il s'envole, il fuit, il court, il nage ailleurs. Autre chose, vous voyez que il est incroyablement délicat. Hein, on est l'un à côté de l'autre, il est normal qu'on se... Ça. Et quand il est entre René qui filme et moi-même, vous allez voir qu'il se contorsionne pour ne pas nous toucher, pour nous éviter. Regardez, la caudale passe à côté de la caméra. Jamais il ne heurte la caméra. Il est prévenant et délicat. Le cachalot, c'est 50 tonnes de délicatesse et d'élégance. Des grosses saucisses élégantes, quand même. Oui, c'est ça. Il essaye de vous apprivoiser. C'est un petit peu le renard de Saint-Exupéry, mais en plus gros, quand même. En plus gros. Il n'a pas encore la philosophie du renard, ou au moins je ne sais pas. Peut-être. Dans tous les cas de figure, je suis sûr d'une chose. C'est qu'encore une fois, il est bien, je suis bien. Et pourtant, nous ne nous comprenons pas. Et j'insiste là-dessus. Nous ne nous comprendrons jamais, parce que nous vivons dans le monde des hommes avec un langage humain. Lui vit dans son monde de cachalot avec d'autres expressions et d'autres systèmes de perception. Malgré tout, parce qu'il a eu envie de communiquer, et parce que j'ai su recevoir son envie de communiquer, c'est-à-dire parce que nous avons voulu être bien ensemble, nous avons été bien. Ça veut dire qu'il est moins important de comprendre l'autre que de vouloir le comprendre. C'est vouloir comprendre l'autre qui est essentiel et qui permet, quoi qu'il arrive, même si on ne se comprend pas, de trouver la distance juste qui permet d'être en paix. Voilà ce que dit Elliot, voilà ce qu'il me dit là. C'est que on est très différents. Tellement différents qu'il peut y avoir une incommunicabilité. Enfin, qu'il peut y avoir, il y a. Mais ce n'est pas si différent, ce n'est pas si important. Et si c'est valable pour le cachalot quand même, ça doit être valable pour chacun d'entre nous. Avec des gens qu'on ne comprend pas très bien. Je ne sais pas comment on peut comprendre quelqu'un qui a passé sa vie à Pékin avec 10 millions de personnes autour de lui, une culture différente. Mais on peut quand même trouver la distance juste pour être en paix. C'est la grande leçon du monde sauvage. Alors, cette leçon du monde sauvage, vous avez maintenant, vous essayez maintenant de continuer en quelque sorte cette action au travers d'une association que vous avez montée avec d'autres sans doute, donc Longitude 181. Alors, Longitude 181, c'est avec Véronique qu'on l'a lancée, et Hélène et Jean-Pierre pourront vous en parler, puisqu'ils ont été, je crois, les premiers ou les deux à nous rejoindre, et donc à partager le désir profond d'offrir à nos enfants, à vos enfants, une mère plus riche que ce qu'elle est aujourd'hui, pour qu'ils puissent vivre des moments comme ça, pour qu'ils puissent vivre des moments avec Elliot ou avec les Mérous, avec ça. Pourquoi est-ce que nous, qui avons vécu des moments bouleversants de bonheur, nous n'aurions pas cœur à ce que nos enfants puissent les vivre? Donc pour ça, il faut qu'on change. Pour changer, il faut convaincre les gens. Convaincre les gens, avec Véro, avec d'autres, on a lancé
un code éthique qui s'appelle la Charte internationale du plongeur responsable, pour juste amener, nous qui sommes des plongeurs sous-marins, chacun d'entre nous, moi le premier, à réfléchir à chaque fois qu'on s'immerge à ce que nous faisons. À qui nous allons rencontrer? Qui est-ce qu'on va rencontrer? Prêter attention, faire attention. Et aux gens qui vivent à l'extérieur. Quand on est plongeur sous-marin et qu'on va dans un pays étranger, souvent on est 3 heures dans l'eau, mais on est quand même 21 heures à l'extérieur. Et souvent, on ne prête pas attention aux gens qui sont là et qui ont des histoires incroyables à raconter, aussi un peu intéressantes que celles des Mérous. Donc, l'idée, c'est de dire, prêtons attention au monde et on en sera riche et on aura plus envie de le préserver. Donc, on a lancé cette association. Et aujourd'hui, le président, c'est Patrice Bureau, Daniel et Isabelle en sont les secrétaires généraux. Ça a changé, ça fait 20 ans. Heureusement que ça a changé sinon. Bien, mais on essaye de poursuivre là, et puis on mène des actions de préservation très concrètes. Les requins. Si vous avez vu le film de Laurent, 700 requins dans la nuit, c'est qu'il y a des requins en Polynésie, Laurent Balesta. Laurent Balesta. Ouais, c'est qu'il y a des requins en Polynésie. Eh bien, vous savez que Laurent a failli ne pas tourner son film. Parce qu'en 2004, en Polynésie française, où on ne pêchait pas de requins, eh bien, il y a une pêcherie pour les ailerons qui s'est ouverte. Les Chinois sont venus et payaient grassement les pêcheurs pour aller pêcher tous les requins. Et avec l'association et les gens sur place, le GIP Plongée, on a mené une action de 3 ans. On a fait signer des pétitions, à l'époque ce n'était pas sur Internet, c'était sur du papier. Et tous les jours de la maison, avec mon père, on allait à la poste et on postait une lettre au gouvernement polynésien qui a reçu 40 000 signatures et qui, au bout de 3 ans, le gouvernement Temaru, et c'était George Anderson, le ministre de l'Environnement, ont décidé que les requins seraient protégés en Polynésie française. D'abord par un arrêté en 2006 et en 2007, une loi de pays. La Polynésie française, c'est un des plus grands territoires marins du monde. Donc la protection des requins en Polynésie française, ben c'est un super gros truc. C'est un super gros truc. Et 20 ans plus tard, ou 15 ans plus tard aujourd'hui, je me dis, pas mal quand même. Pas mal. Voilà ce que fait Longitude 180 et d'autres choses évidemment. Très bien, merci infiniment. On va peut-être poser une ou deux questions parce qu'on doit malheureusement libérer la salle à moins le quart. On vous écouterait, François, pendant quelques heures. Une ou deux questions peut-être, si vous le souhaitez. Oui ? Allez. Non. Est-ce que vous touchez les cachalots ? Ni les cachalots, ni les requins, ni les mérous, ni les sardines. Pourquoi ? Par respect. Par respect. Je vous montre une image que j'aime beaucoup, qui est celle de tout à l'heure, le requin blanc. Voilà. Photo prise par Pascal Cobé. Voilà. Même si je suis à 5 cm, je ne pose pas la main sur lui. Pourquoi ? Parce que si je pose ma main sur lui, je dis « tu m'appartiens ». Et je romps cette distance juste qui permet de vivre en paix. En 2 mots, la nature n'est pas là pour satisfaire nos caprices. Elle nous offre suffisamment lorsqu'on est comme ça. Si je pose la main, je dis « tu es mon jouet ». Et c'est terminé. La nature est belle parce qu'elle nous échappe, parce qu'elle est différente, parce qu'elle n'est pas à notre merci, à notre service. Parce qu'on doit l'attendre. Sinon, j'ai qu'à aller au supermarché. Je vais acheter tout de suite ce qui me satisfait immédiatement. Et on a ruiné la magie de cette imprévisibilité. Et encore une fois, autre chose. On ruine la magie de cette imprévisibilité et on ruine ce que nous sommes, nous les humains, qui nous disons différents des autres. Ok, quelle est la différence entre nous les humains et tous les autres non-humains, requins y compris ? Nos capacités cognitives ? Pas sûr. Je pense que les autres non-humains ont des capacités très largement supérieures aux nôtres. Mais ce qu'on a de différent, nous,
c'est la conscience de tout ça, la conscience des autres, la conscience de toutes les espèces, la conscience de l'univers, la conscience du temps passé, la conscience du temps futur, que je pense les animaux n'ont pas. Et cette conscience de cette formidable diversité, cette conscience nous donne la liberté d'agir, puisque nous comprenons tout ça. La liberté de respecter ou pas. Et qu'est-ce qui fait notre humanisme? C'est la liberté de respecter. C'est dans le respect des autres, de tous les autres, que nous montrons que nous sommes différents. Alors posez la main sur Lady Mystery, parce que ce requin blanc s'appelle Lady Mystery. Et je l'ai rencontré en 2006 et en 2015 ou 2007, je ne sais plus, la plongée avec René, c'était 2013. 2 fois on a plongé et 2 fois elle est venue. Ce qui fait notre différence, c'est justement que nous respectons et que nous sommes conscients de ça. Alors, jouissons de notre différence, devenons sapiens. Voilà pourquoi nous ne caressons pas. Maintenant, il arrive, comme vous l'avez vu dans l'image avec Elliot, qu'on est tellement près qu'il nous pousse. La première fois que j'ai rencontré Elliot, c'est clair, il est venu comme un chien. Allez, va jouer. Bon, ça arrive, mais c'est leur demande. Je ne m'approprie pas. D'accord. Encore une autre question. Alors, ici, au fond, là-bas. Voilà. Combien de temps vit un cachalot? Oui. Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien, parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a une carte d'identité. En revanche, dans 70 ans, je te dirai exactement quel âge a Elliot, Arthur, Roméo, Lana, etc. Parce que nous sommes les premiers à les suivre et à leur avoir permis d'avoir quelque chose, une carte d'identité. Mais en gros, les scientifiques qui les étudient pensent qu'ils vivent un peu comme nous, 70, 80, peut-être plus, 90 ans. C'est cet ordre d'idée-là. C'est des animaux qui vivent vieux et qui ont très peu de jeunes. Une mère peut avoir 4 ou 5 petits dans sa vie. Parce que, en gros, on va dire qu'elle peut avoir des petits à partir de 10, 14 ans, on ne sait pas très bien. Puis c'est variable avec les individus. Ce qu'on découvre, c'est que chacun est différent. Et puis, après 40 ans, visiblement, elles n'ont pas de petits. Et comme elles ont un petit, tous les 6 ans en moyenne, ah oui, elles n'ont pas de... Un petit à la naissance fait 3,50 m. Entre 3,50 m et 3,80 m. C'est déjà un gros petit. Plusieurs gros petits, c'est encombrant. Bon, il y a certainement des jumeaux, c'est comme dans tout, dans le règne animal, bon, voilà. Mais c'est peu courant. Une dernière question, oui. Les cachalots ne sont plus chassés depuis les années 80. Ils ont été au bord du gouffre, certaines populations ont été au bord du gouffre pendant la chasse, et en particulier dans les années 1960, c'est pas Moby Dick, hein, c'est surtout les années industrielles, 1960, les années 60, où on tuait 30 000 cachalots par an. Et puis, il y a eu si peu de cachalots que les nations baleinières ont accepté le moratoire sur la chasse. C'est-à-dire que les chasseurs ont dit on va arrêter de les chasser. De toute façon, ça ne se vendait plus. Et depuis lors, les populations semblent, on n'a aucune idée du nombre, mais semblent se reconstituer. Si nous jugions notre petite population, c'est-à-dire le clan de Irène Gueule Tordue, qui n'est probablement pas exemplaire de tous les cachalots du monde, hein, mais notre clan a eu une croissance assez importante au cours des 10 dernières années, puisqu'il s'est accru de 60%. On est parti en 2011 avec 17 femelles adultes. Je demande à Véro les chiffres, parce que c'est elle la grande détentrice des chiffres. 17 femelles adultes, et on a aujourd'hui 17 femelles adultes et 11 jeunes vivants, parce qu'on a eu d'autres jeunes, mais qui
ont disparu, donc on ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils sont partis. Voilà. Donc c'est quand même une croissance importante. Alors, les cachalots femelles restent dans les zones intertropicales et en gros ne bougent pas beaucoup. Ça dépend des endroits, de la richesse en calmar. Il y a des endroits où elles tournent sur un secteur de 50 km, dans les canaux chiliens où il y a des énormes calmars, les calmars de Humboldt, où ils ont de la nourriture en pagaille. Nous, c'est plutôt sur centaines de kilomètres. Et il y a certaines régions dans les Galapagos où on note 250-300 km. Donc c'est quand même des déplacements. Mais ça reste là-dedans et on les retrouve toujours au même endroit. En revanche, les mâles quittent le clan familial à maturité sexuelle. On ne sait pas très bien quand. Dans la littérature, on dit à partir de 6 ans. Nous, on a nos deux grands, Arthur et Elliot, ils ont 10 ans, sont toujours là. Hein. Peinard. Parce qu'ils vous aiment bien. Il reste, et je pense qu'il s'occupe, histoire de particulière, je pense qu'il s'occupe de la petite sœur de Tache Blanche, Chestnut, qui n'a pas trouvé babysitter parce que le clan s'est séparé en deux et que Germine ne s'est pas occupée de Chestnut. Bref. Il y a des histoires. C'est ça. Il y a des histoires, il n'y a que ça. Ce qu'on découvre quand on est avec eux, c'est que comme nous les hommes, les autres non-humains ont des petites histoires de famille, des petites affinités, des petites histoires de cours d'école. Vous n'imaginez pas. Arthur et Elliot, ils ne sont pas copains, hein, ils se cognent souvent. Et c'est ça qui fait la grande histoire des cachalots. Le cachalot n'existe pas. Il n'y a que des Arthur, des Elliot, des Lana, des Taches Blanches, des Irène, des Mystères. Comme nous. Il y a bien, oui, des humains, on est tous humains, mais on est tous différents. Ce que l'on découvre en passant du temps au milieu de ces autres, c'est la singularité. Nous sommes tous différents. Il n'y a pas d'être vivant qui est son double. Même les vrais jumeaux, il y a une identité au départ qui est la même. Mais l'identité n'est pas la personnalité. L'identité, c'est le fond sur lequel on construit. L'identité, c'est une statique. C'est plat sur lequel on construit sa personnalité. La personnalité est une dynamique qui se construit chaque seconde. Vous êtes différent maintenant de ce qu'il y a une heure. Et cette différence va vous permettre de réagir, va vous forcer même à réagir différemment à quelque chose dans le milieu. Donc vous allez impacter différemment le milieu. La personnalité est une construction permanente. Et en permanence, c'est votre monde propre. Et il n'y a que des mondes propres, même chez deux jumeaux. C'est ça qu'on découvre. Chez nous, les hommes, on le sait. Mais chez les cachalots, c'est pareil. Et je suis sûr que chez chacun des petits oiseaux que vous voyez là, c'est la même chose. Quand nous discutons avec Laurent Tillon, qui est quelqu'un qui s'occupe des arbres et qui connaît bien les arbres et il écrit un livre formidable, Être un chêne. Lisez-le. Oui. Et vous allez découvrir que chez les arbres, c'est pareil. Et c'est ça qui fait la richesse du monde, la singularité. Mais pour la reconnaître, il faut prêter attention. C'est-à-dire, bonjour, bonjour. Je suis avec vous, monsieur. Et pour de vrai, en prêtant attention, on fait exister ce qui est autour de nous. Et tout d'un coup, il y a des milliers de personnes, humaines, non humaines, qui n'existaient pas et qui surgissent et qui nous offrent leur diversité, la richesse de leur diversité. Enfin, voilà, on doit malheureusement arrêter, mais on resterait avec vous pendant des heures. Alors, on peut quand même continuer à rester avec vous avec plusieurs ouvrages que vous avez écrits. Donc, le premier s'appelle Le Retour de Moby Dick, c'est sur les cachalots. Hein, c'est sur les cachalots. Et alors, je ne veux pas l'article, de toute façon, mais il y a des QR codes. Et contrairement à moi, vous savez vous en servir, vous allez accéder à des petites vidéos et vous allez voir la danse avec Elliot. Super. Et vous allez les entendre, pour le coup. Avec préface de Jacques Perrin. Et puis, vous avez aussi, c'était l'année dernière, il y a quelques années, 2-3 ans? Non, c'est l'année dernière. Alors, il y a un autre livre aussi qui s'appelle « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage ».
préface de Pierre Rabhi et qui a été écrite en très étroite collaboration. C'est une interview, en fait, un entretien avec la journaliste Coralie Chaube de Libération. Voilà. Et puis le dernier, c'est Sauvons l'océan. Ici, 10 actions pour réagir. Voilà, c'est écrit par Véro. Écrit par Véro, voilà. Et une chose, 10 actions pour réagir, c'est des petits trucs pour éviter d'agresser l'océan, même quand on habite à Clermont-Ferrand. En 2 mots, on a toujours l'impression qu'on est loin. Ici, formidable, hein, il y a ici commence la lagune, on le voit sur le trottoir. Voilà. Mais parfois, quand on habite Paris ou Clermont-Ferrand ou, je ne sais pas, dans les Hautes-Alpes, on a l'impression que l'océan, c'est loin. L'océan, c'est... Nous sommes parcelles d'océan, on est tous liés à l'océan d'une manière... Tous liés à l'océan. Par conséquent, c'est des tas de petits trucs pour essayer d'être plus en harmonie avec nous. On peut adhérer, j'imagine, aussi à votre association et vous aider ? Absolument. Donc l'association, c'est Longitude 181. Longitude et pas latitude. Oui. La latitude, ça tronçonne la planète en rondelles. Ah, oui. Les longitudes unissent. Unissent les pôles. Et 181, elle n'existe pas. C'est un espace de partage, d'expérience. Les longitudes s'arrêtent à 180. Donc longitude180.org, vous pouvez vous adhérer. On a besoin de vous, parce que comme toutes les associations totalement indépendantes, nos actions dépendent des moyens que nous avons. On a de la volonté, on a de l'énergie, mais on a besoin aussi de financement. En ce moment, on essaye de lutter contre le braconnage dans les réserves marines, braconnage officiel de l'État d'ailleurs, en parenthèse, et on mène des actions en justice, il faut payer des avocats, il faut défendre notre cause à nous, parce que la cause de la nature, c'est tout, c'est notre cause à nous, et surtout celle de ceux qui nous suivent. Alors, les livres sont en vente, hein, on en a fait amener, et donc vous pouvez les acquérir là, derrière, ici. Éventuellement, si vous souhaitez, on ferait quelques signatures. Absolument, c'est possible. Oui, volontiers. Si vous avez encore un petit peu de temps. Et puis peut-être, si vous voulez, comme on est un petit peu pressé par le temps et qu'on doit rendre le cinéma pour la prochaine séance, peut-être pouvez-vous rester un petit moment dehors, hein, sur quelques questions. Voilà. Il y a des petits bancs, il y a de l'ombre. Voilà, il y a de l'ombre, soda, commandez vos bières. Voilà. Et puis, donc, je voudrais vous remercier, mais je voudrais aussi associer à ce remerciement Véronique. Voilà, si vous pouvez venir, parce que je ne savais pas qu'on allait vous voir également au milieu de ces grosses et magnifiques animaux. Voilà. Merci à vous deux infiniment. Et pour ceux qui sont d'ici, il faut aller voir Hélène et Jean-Pierre. Encore une fois, ils vous parleront très bien, voilà. Hélène Castillo et Jean-Pierre, qui sont parmi les premiers des Mésois, de l'association Mésois. Et donc, la biologie marine n'a pas de secret pour eux et pour Biops. Donc, il y a un petit peu de messe dans votre aventure, même beaucoup. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup.